nom de l'Institut Jacques Delors, de donner la bienvenue à toutes et à tous à cet événement qui, aujourd'hui, va nous accompagner pendant toute la journée. Je sais qu'il va y avoir du va-et-vient dans la journée, parce que rester toute la journée ici, c'est compliqué, mais je suis ravi du fait que cette salle soit une salle pleine, comme on l'avait voulu pleine dès le début, de représentants institutionnels, d'experts et surtout d'étudiants, étudiants de l'Académie Notre Europe, l'Académie de l'Institut Jacques Delors, et de Sciences Po et de PSIA et de Sciences Po Paris. Nous sommes ravis d'avoir ici un panel et une série d'intervenants qui vont nous aider pendant toute la journée à comprendre mieux quel va être le futur du marché intérieur, du single market. Je vais commencer par deux phrases. La première, c'est une phrase que Jacques Delors a écrite en débutant la préface à un beau livre de Nicole. C'est la phrase de Jacques Delors qui dit, il y a peu de temps, pour parler d'Europe, il faut partir du monde. Et c'est aujourd'hui peut-être une des raisons pour lesquelles nous sommes là. On parle d'Europe en partant du monde. Et la deuxième, c'est une phrase de Jean Monnet qui, en laissant Luxembourg dans les années 50, disait en fait, il faut faire l'Europe non seulement pour faire en sorte qu'entre Français et Allemands, il n'y ait plus de guerre, mais il faut le faire aussi parce qu'un jour, il dit dans les années 50, quand la Chine, l'Inde vont devenir des géants, il faut être tous ensemble, sinon on ne va pas tenir. Et je trouve que cette dimension globale est la dimension qui nous amène tous ici. Et nous avons tenté aujourd'hui, dans une série de panels, avec des ateliers qui vont donner la possibilité à tous et à toutes, aux étudiants en particulier, d'intervenir et d'être protagonistes, de pouvoir comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles le single market reste si important, pour lesquelles, comme dit souvent Michel Barnier, si Xi Jinping nous parle encore, c'est surtout à cause du fait que nous avons le single market, et pour faire en sorte que nous comprenions quelles seront et quelles pourraient être les pistes pour le futur du marché intérieur, parce qu'il est clair à tous que les nécessités d'un changement et deux changements sont assez importantes et sont devant nous. Ces nécessités sont liées à beaucoup de questions. On va chercher de voir ces questions les unes après les autres. On a évidemment, et ça va faire partie d'un des ateliers, les prochaines 10 années vont être les 10 années sûrement caractérisées par le débat sur le futur élargissement de l'Union européenne. Et ce sera un premier grand point de discussion fondamental. Notre centre Grand Europe, mené par Lucas Masek, est un des éléments qui vont nous amener pendant toutes ces années à nous occuper du futur de l'Europe élargie. Mais évidemment, le futur du single market est lié, je mets là tout de suite peut-être un des points qui vont, je ne veux rien spoilerer, comme on dit en bon français, mais je mets tout de suite là un des points sur lequel je suis en train de travailler pour le rapport sur le futur du marché intérieur, qu'au mois de mars, je vais remettre au Conseil européen. Il y a une relation et un lien très fort entre le futur du single market et la réponse à la question la plus compliquée aujourd'hui pour le futur de l'Europe, qui va payer la transition verte ? Question fondamentale, essentielle pour donner du sérieux à un engagement qu'on s'est pris tous et qui fait aujourd'hui de l'Europe l'avant-garde dans le monde entier, la transition verte. On le voit dans ces journées de COP. Pascal Lamy n'est pas là parce qu'il est à la COP, donc il va être présent en visio. Et évidemment, parce que le futur de la transition verte est lié à savoir comment on va la financer. Et compléter le single market sur l'union des capitaux est un des éléments essentiels pour donner une réponse sérieuse à tout ça. Sinon,
on ne va pas être très sérieux, parce qu'on sait tous très bien qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'imaginer le financement de la transition verte sans avoir construit, bâti et complété le single market. Et puis, il y a le grand enjeu de la relation entre le futur du single market et la Open Strategic Autonomy, comme on dit aujourd'hui à Bruxelles, avec un terme qui a eu naissance en France, l'autonomie stratégique. Mais je ne sais pas si vous avez fait le même raisonnement que moi je fais, c'est-à-dire que quand il est arrivé au niveau européen, on l'a appelé Open Strategic Autonomy, alors qu'en France, personne ne parle d'autonomie stratégique ouverte. Le Open est seulement en anglais, il n'est pas en français. Je ne sais pas s'il y a un lien avec le contenu dans tout ça, peut-être. Mais ça fait partie des débats et des discussions qu'on va voir. Le lien entre le futur de Single Market et la Open Strategic Autonomy, que je vois, que l'on voit, on va avoir un panel très important sur ces sujets-là, et un peu tout notre débat va être lié à ça. On le voit surtout avec la question de l'échelle, du scale-up, du fait qu'au niveau global, au niveau mondial, la nécessité d'être unis est fondamentale pour être à la hauteur du défi, pour être capable de nous asseoir à la table. Parce que si nous sommes désunis, nous ne serons pas capables, comme disait Jean Monnet dans les années 50. Et comme nous dit Jacques Delors aujourd'hui, en nous demandant de regarder l'Europe à partir du monde. Et si on regarde l'Europe à partir du monde, on demande que nous soyons unis. Il est absolument unique, fondamental, comprendre aussi que cet événement arrive avec un timing exceptionnel. Et je dois vraiment remercier toutes nos équipes, à partir de Sylvie Matelli, la nouvelle directrice, je la salue et je suis très content de travailler avec elle. Évidemment, Sébastien Maillard, notre directeur pendant les dernières années, est là aussi. Et nos équipes ont fait un travail exceptionnel pour arriver là, et pour le faire avec un timing incroyable. Et je remercie Anna Cavazzini, la présidente de la commission marché intérieur, évidemment Thierry Breton, le commissaire qui va arriver, qui viennent de passer 3 jours en marathon pour le règlement sur l'intelligence artificielle, qui vient d'être, l'accord qui vient d'être arrêté. Et nous sommes là aujourd'hui aussi avec cette idée que le single market est aussi le futur. Donc ce n'est pas seulement le passé ou le présent, mais c'est aussi le futur. Un futur qui va être le futur que nous voulons si nous allons le faire ensemble. Bref, je vais donner la parole pour le début de cette journée à 2 guest speakers d'exception qui vont nous donner leur avis et ouvrir cette conférence. Laurence Boone, qui s'occupe d'Europe pour le gouvernement français, Madame Europe pour la France. Et je veux la remercier vraiment chaleureusement parce que dans mon exercice pour l'écriture de ce rapport, j'ai trouvé en Laurence un appui fondamental et vraiment un grand merci pour tout ce que tu es en train de faire. Et Didier Reynders, commissaire européen, avec beaucoup de sujets qui touchent les sujets dont on est en train de parler, qui vont être aujourd'hui au cœur de nos discussions, et évidemment la voix de Bruxelles avec la voix de nous tous. Bref, nous sommes là. Ça fait partie de cette longue période de brainstorming, d'écoute, de listening qu'on est en train de faire en vue du rapport. Nous sommes ravis, je suis ravi que toute la communauté de l'Institut Jacques Delors et des instituts Jacques Delors, je salue Johannes Lindner, notre directeur à Berlin, et Geneviève Pons qui va arriver de Bruxelles. Je vois toute notre communauté qui est là, parce que nous savons que nous avons une grande occasion. L'occasion est celle de donner notre contribution pour l'Europe de demain. Et puisque nous pensons que l'Europe est surtout l'Europe de demain, on a eu l'Europe de hier, on a l'Europe d'aujourd'hui,
mais nous sommes là pour l'Europe de demain. Et ma conclusion est la suivante. L'inertie n'est plus la bonne méthode pour le single market et ne sera pas la méthode avec laquelle on va arriver à de bons résultats sur le single market. Le single market, c'est les citoyens d'Europe. C'est la vie de nos sociétés. Il y a une dimension sociale dont, évidemment, Nicolas Schmit, le troisième commissaire qu'on va avoir aujourd'hui, va nous parler en conclusion. Il y a une dimension sociale qui est essentielle. Les citoyens européens veulent vivre dans un environnement qui leur donne des possibilités. Mais évidemment, nous savons tous très bien que l'Europe est vue par les citoyens européens de façon différente. Et nous sommes là pour chercher de creuser, de monter un bridge, un pont, et d'éviter de creuser ce gap. Le gap entre la partie européenne de ceux qui sont ravis d'être dans un environnement dans lequel on est mobile, dans lequel on bouge, dans lequel on prend toutes les opportunités positives, mais c'est une partie de nos sociétés. Il y a une large partie de nos sociétés qui, en fait, ne voit pas toute cette opportunité et qui a besoin d'être protégée. Et nous devons parler à cette partie de la société européenne, en plus parce que les élections européennes sont très proches. Et nous devons prendre les soucis de toute cette partie qui regarde à tout ça avec, évidemment, beaucoup de crainte. L'Europe ne sera un succès que si elle parle à tous les citoyens. Évidemment, cet événement aujourd'hui est fait exactement pour aller dans cette direction. Donc, un grand merci à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui ont travaillé, œuvré pour arriver à cette journée. On a un programme exceptionnel, donc on va tenir les temps. Je vais donc tout de suite m'arrêter et me mettre en listening mood, parce que je pense que la chose la plus importante pour moi est de profiter de toute cette intelligence, de toute cette passion et de prendre les notes les meilleures qui puissent servir à un rapport qui, j'espère, puisse être un rapport utile comme nous sommes tous passionnés pour l'Europe de demain. Merci à tous pour être là. Je donne la parole à Laurence Boone. Merci, Monsieur le Président, cher Enrico. Vous avez remarqué, il a fait tout ça sans note. Bravo, je ne sais pas comment tu as fait, mais c'est aussi impressionnant de t'écouter que de voir le nombre d'amis de l'Europe que tu as rassemblés ici aujourd'hui. C'est mieux comme ça, non? Oui, entre Michel, Arantxa, Elisabeth, je pourrais égrener les chers ministres, chers commissaires, et ça prendrait probablement la moitié de mon discours. Donc j'ai juste envie de vous dire, chers amis, merci infiniment de l'invitation à Enrico, merci à vous tous d'être ici pour cette journée très spéciale. Et puis je voudrais avoir une petite pensée pour Philippe Martin qui aurait dû être avec nous aujourd'hui. Vous connaissez tous son engagement européen et j'espère qu'il pourra être très vite parmi nous à nouveau pour parler de ces sujets. Voilà, donc nous sommes ici plus de 30 ans après l'acte unique. Et je crois que l'objectif que s'était fixé Jacques Delors, et nous allons beaucoup le citer, il me semble aujourd'hui, de faciliter l'intégration européenne en renforçant la cohésion économique et sociale de la communauté et en créant un grand marché sans frontières, le plus grand du monde, et ce pour améliorer la compétitivité de nos économies, reste 30 ans plus tard notre boussole. Et j'ajouterais même que pour autant, et pour de nouveau le citer, la communauté n'a pas encore accompli son destin. Ainsi, cette conférence, qui s'inscrit vraiment dans les travaux que tu mènes en ce moment, cher Enrico, reste, et je crois, le symbole à la fois de tout ce que nous avons accompli et du travail qu'il reste à faire pour que ce marché soit véritablement un marché unique. Alors, merci d'avoir cité le fait que nous avions eu
le temps d'échanger sur ce sujet. Je dois dire que vous savez qu'Enrico arpente l'Europe pour cette tâche dantesque qui est de compléter le marché, et nous attendons avec impatience les résultats de ce rapport. D'abord parce que je crois qu'il faut se féliciter que le marché unique soit un succès. On ne le dit pas assez souvent, et c'est sans doute à la fois le meilleur atout et le socle de l'Union européenne. Je vais vous donner quelques chiffres qui en témoignent très bien. D'abord, le marché unique ajouterait à peu près 5% du PIB national par an à tous les États membres de l'Union européenne, ce qui est assez colossal. Ça représente environ 124 milliards d'euros pour la France. Mais surtout parce que le marché unique, c'est 440 millions de consommateurs, soit 100 millions de plus que les États-Unis. Et marché unique, c'est ces 440 millions de consommateurs ont un PIB par habitant de 25 000 euros. Le marché unique, c'est aussi la première zone commerciale du monde et la première place en matière d'investissement entrant et sortant. Donc, nous sommes la première région économique au monde. Et au-delà des chiffres, je crois que le marché unique intégré a montré à quel point il était clé pour la compétitivité des entreprises françaises, puisqu'il donne à l'Union européenne les effets d'échelle qui sont dus à la taille dont je viens de parler, mais qui sont essentiels pour l'innovation, pour la commercialisation des biens et services en interne, mais aussi plus de poids dans les négociations commerciales et pour renforcer notre capacité à attirer les investissements, ce qui répond en partie à la question d'Enrico sur Open Economy Strategy. Évidemment, nous sommes une région ouverte. Assez fondamentalement aussi, le marché unique, enfin la libre circulation des biens, des personnes, des services, des capitaux, nous permet de construire une véritable culture économique européenne, avec une communauté européenne de la recherche, avec une Europe sociale, dont Jacques Delors disait qu'elle était indispensable à la construction du marché unique, et avec un socle de principes et de directives communes, et aussi, je crois que nous ne devons pas l'oublier, la stabilité monétaire, avec la création de la monnaie unique. Et je salue chaleureusement et Benoît et Jorg qui ont contribué pendant des années à cette stabilité du marché. Donc voilà, je crois qu'on peut se dire que 30 ans après Maastricht, le marché unique reflète bien les principes que Jacques Delors avait énoncés, la compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. Maintenant, effectivement, nous nous apprêtons à lancer une nouvelle phase d'élargissement. Et le marché unique, avec l'état de droit, forme le roc sur lequel repose l'Union européenne. Cette intégration économique, elle a été depuis les débuts au cœur du projet européen et elle va à nouveau être au cœur de l'élargissement. Et le rapport du groupe d'experts franco-allemands indépendants que mon homologue allemande Anna Lohrmann et moi-même avions commandé et auquel l'Institut Jacques Delors a largement contribué, à la fois du côté français et du côté allemand, rappelle l'importance de ces deux socles. Et je crois qu'il est juste de dire que au fur et à mesure que l'intégration économique s'est approfondie, l'UE est devenue de plus en plus attrayante à la fois pour ça comme pour l'état de droit, et pas seulement pour les pays candidats à l'adhésion, mais aussi pour tous ceux qui voulaient s'implanter en Europe. Et réciproquement, les entreprises européennes, elles, sont plus fortes du marché unique pour se lancer à la conquête du monde. En bref, je crois qu'on peut dire que grâce au marché unique, l'Europe est un acteur économique particulièrement puissant. Et Enrico l'a mentionné, le marché unique n'est pas seulement pour faire de nous un acteur économique puissant, mais pour aussi renforcer notre autonomie stratégique de façon à faire de l'Europe un acteur géopolitique puissant. Je crois qu'on peut commencer par le fait que, d'abord, ce marché a été un facteur de résilience important face aux crises. La guerre en Ukraine, la situation au Proche-Orient, avant cela la pandémie du Covid-19,
les tensions sur l'approvisionnement en matières premières ou encore le Brexit, dans toutes ces crises, le marché intérieur a su répondre, s'adapter, souvent en urgence, et je savais Michel Barnier, avec beaucoup d'unité. Donc, nous pouvons collectivement nous féliciter de sa résilience et de la nouvelle dynamique, puisque l'UE sait répondre beaucoup plus vite dans ces crises. Maintenant, il y a eu un vrai changement d'époque, pour reprendre une expression bien connue, avec la montée non seulement des tensions entre les différentes régions du monde, mais aussi, je crois, beaucoup de défis et de chocs qui ont été portés aux règles internationales. Par exemple, l'adoption par les États-Unis de l'Inflation Reduction Act a été un nouveau choc pour l'Union européenne et qui rend plus urgente et plus cruciale la question de la compétitivité, pas seulement par rapport à l'Asie, mais évidemment par rapport aux États-Unis. On n'a pas attendu l'IRA pour s'adapter à ça, mais je crois que ça nous a incité à aller beaucoup plus vite en matière de mise en œuvre de politique industrielle qui est maintenant au cœur du marché unique. Et je n'ai pas encore vu Thierry Breton, mais j'ai vu tout son cabinet qui se cache tout au fond de la salle et j'en profite pour le saluer également. Donc comment ? D'abord, le premier pilier de la politique industrielle doit évidemment être la compétitivité énergétique. Il y a un écart de prix d'énergie entre l'Europe et les États-Unis et c'est la première chose que nous devons résorber pour être compétitifs et le marché unique peut nous y aider. Grâce au marché unique, nous avons réduit nos dépendances collectives à l'égard du pétrole et du gaz russe et ça n'aurait pas été possible sans les interconnexions que nous avons. Merci. Avec le marché unique, nous pouvons accélérer la décarbonation de notre production énergétique. Et enfin, avec les textes que nous venons d'adopter récemment, le marché unique réitère son soutien à l'industrie nucléaire. Au total, le marché unique va nous permettre de nous approvisionner de façon sûre en énergie et à des prix compétitifs et surtout prédictibles. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier est évidemment la sécurisation de nos approvisionnements en matériaux critiques, parce que nous n'allons pas substituer une dépendance par une autre, et ça, c'est le rôle de la récente loi, le Critical Raw Material Act. Ensuite, nous avons mis en œuvre de nouveaux outils de politique industrielle. La politique industrielle, on disait souvent que c'était une lubie française, et bien c'est devenu une lubie européenne, et je crois que nous pouvons nous en féliciter. Donc de nouveaux outils pour innover, avec les premiers PIEC qui ont vu le jour en 2018, et cet acronyme barbare que je ne vous traduirai pas, mais en gros, il permet d'associer les entreprises et les États membres pour des projets clés pour notre industrie, dans le domaine des batteries, de l'hydrogène, du cloud et bien d'autres encore. Et ça matérialise le changement de regard européen qu'a fait l'Union européenne en matière de politique industrielle. Et puis, je crois qu'un des troisièmes piliers géopolitiques pour le marché unique, c'est le marché intérieur de la défense. Et là, en matière de défense, des progrès très significatifs ont été faits depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Il y a seulement quelques années, et je crois avant cette invasion, parler d'un marché unique de la défense, c'était soit vous étiez un euro-BA, soit vous n'aviez aucune conscience de l'histoire, mais enfin l'Europe de la défense, c'était un truc qui n'arriverait jamais. Eh bien, il est en train d'arriver. D'abord parce que tous les États membres réinvestissent dans leur défense pour atteindre les 2 points de PIB qui sont demandés par l'OTAN, mais bien au-delà dans certains cas, je pense par exemple à la Finlande. Ensuite, parce qu'à l'échelle européenne, nous avons développé différents mécanismes comme la Facilité européenne de paix, mais aussi parce que nous sommes en train d'ouvrir le chemin pour avoir plus d'investissements. Vous allez m'excuser une seconde ? Voilà, dans les capacités industrielles de défense, et Thierry Breton y travaille beaucoup, et nous plaidons, nous, France, pour développer encore plus la base industrielle et technologique de défense en s'appuyant, ça ne vous surprendra pas, sur la préférence européenne. C'est un véritable enjeu parce que nous avons beaucoup de retard à rattraper et toutes les discussions que nous avons en ce moment, que ce soit sur la Facilité européenne de paix, son évolution, sur la façon dont on a mené l'approvisionnement à l'Ukraine, qui a beaucoup reposé sur le déstockage, montrent que nous devons absolument transformer
et accompagner le développement industriel de la défense en européen. Et c'est sûrement un sujet sur lequel Enrico aura des idées. Donc voilà, le deuxième point que je voulais faire, c'est comment on transforme ce marché unique qui était un outil de puissance et de compétitivité économique en un outil géopolitique au service de l'autonomie européenne. Le troisième point, et je vais revenir sur la remarque d'Enrico sur la différence entre Open Autonomy Strategy et stratégie autonomie, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de hiatus, je pense que c'est la même chose, parce que le marché intérieur, c'est notre force pour obtenir des partenariats commerciaux qui sont à la fois stratégiques et équilibrés. D'abord, nous le savons, accéder au marché unique, c'est un atout majeur pour un exportateur qui est extra-européen, pour les 440 millions de consommateurs que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, nous pouvons utiliser ce levier de façon transversale dans toutes nos politiques. Et c'est ce que nous faisons. D'abord, la politique commerciale s'est modernisée. Il y a maintenant la réciprocité dans les concessions, par exemple sur les marchés uniques. Et vous savez tous qu'il y avait un déséquilibre profond entre l'ouverture de l'Union européenne et celle de ses partenaires. Ensuite, nous faisons de l'accès aux matériaux rares un facteur clé du développement des nouveaux accords commerciaux. Et donc ça, c'est l'importance donnée aux intérêts stratégiques. Vous pouvez penser par exemple à l'accord commercial entre l'Union européenne et le Chili, avec l'accès aux réserves en lithium du Chili. Et puis l'inclusion du respect environnemental, d'abord comme facteur d'influence, et aussi parce que nous ne pouvons pas demander à nos producteurs de respecter certains critères quand les exportateurs nous feraient rentrer sur le marché unique des biens ou des services qui ne respectent pas ces critères. Il ne s'agit pas seulement de réciprocité, nous sommes devenus aussi beaucoup plus assertifs en combattant les subventions étrangères qui sapent les conditions d'une concurrence juste sur le marché unique. Et je pense là, bien sûr, à l'enquête ouverte par la Commission sur la subvention de véhicules électroniques chinois. Si je devais dire les choses simplement, nous ne répéterons pas avec les véhicules électriques les erreurs que nous avons faites sur les panneaux solaires. Et enfin, je crois que nous développons notre sécurité économique, ce qui était aussi un mot qu'on ne prononçait pas en Europe, puisque les Américains appellent l'economic statecraft, de façon unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous accueillons des investissements étrangers, mais sous condition qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité de l'Europe, et c'est ce que permet le règlement sur le contrôle des investissements étrangers. Ça veut dire aussi que nous assurons que nos exports stratégiques hors d'Europe ne font pas l'objet de détournements à des fins prohibées. Donc nous contrôlons ce qui est exporté à quel pays. Et enfin, évidemment, nous luttons contre l'instrumentalisation géoéconomique de notre marché intérieur. Et donc ça, c'est le troisième point, c'est vraiment assurer la sécurité économique du continent et utiliser le marché unique comme levier pour cela. Le quatrième, et j'y ai fait allusion au début, c'est comment le marché unique va nous permettre de faire un élargissement de l'Union européenne qui soit un vrai succès. Et je le disais en introduction, d'abord la réforme du marché intérieur, c'est l'un des piliers de notre préparation à l'intégration des pays candidats, parce que ceux-ci vont contribuer à renforcer en élargissant le marché, mais nous devons également être prêts pour accueillir des dizaines de milliers de consommateurs supplémentaires et aussi des entreprises qui doivent respecter tout l'acquis de ce marché intérieur, ce qui est une tâche assez énorme quand on pense qu'il nous a fallu 70 ans pour construire tout ça. La France a promu une nouvelle méthodologie d'intégration qui est basée sur l'intégration graduelle, où l'idée, c'est que les pays en négociation d'adhésion pourraient progressivement rejoindre certaines politiques industrielles existantes. Et l'avantage, c'est évidemment que les pays deviendraient familiers plus facilement et plus rapidement avec les procédures européennes, et ils verraient également les bénéfices de leur adhésion plus vite, et réciproquement pour nous. Or, vous savez, comme la fatigue de l'élargissement a marqué certains des pays candidats. Mais pour que ce soit un succès, il faut évidemment que tous ces pays candidats
adopte la doctrine de sécurité économique de l'Union européenne. Donc ça veut dire des filtrages d'investissements directs étrangers dans ces pays qui sont proches des nôtres et à terme les mêmes que les nôtres, parce que nous voulons éviter les phénomènes de prédation sur leurs entreprises critiques. Nous voulons que leurs infrastructures clés soient aussi protégées que les nôtres, et vous pouvez penser aux ports, vous pouvez penser aux infrastructures énergétiques, vous pouvez penser à leur réseau cyber. Et bien sûr, il faudra aussi que ces pays effectuent la revue de leurs dépendances stratégiques et mettent en œuvre les outils nécessaires pour y répondre, parce qu'au fond, c'est comme cela qu'ils vont avoir un meilleur accès et un accès plus rapide au marché unique. Mais vous voyez bien que c'est un changement de doctrine par rapport à ce qui se faisait avant. Et de même, je crois qu'il faut rappeler que les réformes du marché unique, comme l'élargissement, sont toujours allées de pair avec des approfondissements. Et le rapport des experts franco-allemands a fait des propositions en ce sens, notamment avec un accès à plus de politiques communes sur une base volontaire et progressive, et nous pensons que c'est une piste intéressante. Donc le quatrième point, c'était celui-ci, c'était de faire de l'élargissement la transformation du marché unique et la transformation des pays candidats. Et le 5, tu l'as évoqué à la fin, Enrico, qui je crois est important, c'est qu'à l'heure où un grand nombre de nos concitoyens s'interrogent sur l'Europe, disent qu'ils veulent de l'Europe, mais pas cette Europe, nous devons rendre notre Europe plus accessible et plus facile. Alors, je n'aurai sûrement pas la prétention de dégager un ensemble exhaustif de mesures à ce sujet, et je me réjouis que tu le fasses, Enrico, mais je pense qu'effectivement, cet aspect citoyen est essentiel. Quelques exemples qui me semblent prioritaires. Le premier, c'est évidemment d'assurer le financement des transitions écologiques et numériques, et de le faire avec les citoyens et avec les entreprises. Alors, d'abord, il y a beaucoup de financements publics qui sont sur la table pour accélérer ces transitions, puisque le pacte vert européen représente plus de 500 milliards d'euros. Mais nous avons aussi à rediriger, et je me réjouis de voir des assureurs ici, l'épargne européenne, qui est abondante, mais insuffisamment orientée vers le financement de l'innovation ou de la transition. Et nous comptons sur vous pour suggérer les outils qui permettront d'orienter ces fonds disponibles, et aussi pour proposer des exemples concrets de mesures qui permettraient d'accélérer l'achèvement de l'union des marchés de capitaux, qui ressemble un peu à un serpent de mer. Le deuxième objectif pour les citoyens, c'est effectivement que ce soit plus facile d'implanter des entreprises dans les différents pays de l'Union européenne, et que la mobilité, même si elle existe aujourd'hui, qui reste réservée à un petit cercle assez exclusif, devienne beaucoup plus générale. Quelques pistes. D'abord, encore et toujours, moins de bureaucratie pour rendre les normes acceptables pour nos plus petites entreprises. Il y a beaucoup d'ambition de la Commission dans ce domaine. Je crois qu'il faut donner corps à cette ambition, établir une liste concrète d'actions à partir d'une analyse des besoins en entreprise. Et là, je pense notamment aux PME qui ont le sentiment que les réglementations s'empilent dans tous les domaines. Et comme le dit le président de la République, on ne peut pas être la région du monde avec le plus de normes et le moins d'investissements. Une plus grande uniformisation des normes entre États membres, pas en limitant les surtranspositions et les problèmes de doublons entre les procédures nationales et européennes. Il y a eu de nombreux progrès, c'est vrai, mais on peut penser à beaucoup de domaines où c'est encore le cas. Par exemple, la mise sur le marché des médicaments, où nous avons une agence européenne et 27 agences nationales. Voilà, une autre solution ou une autre piste est peut-être plus de règlements, moins de directives. Je parle sous votre contrôle à tous, vous nous direz. Et puis, je crois encore réduire les freins administratifs à la mobilité des travailleurs. Je pense ici à la fragmentation des banques et des assurances, aux difficultés d'immatriculation ou d'importation des véhicules, des problèmes très quotidiens pour beaucoup de ceux qui décident d'aller travailler dans d'autres pays. Voilà, j'espère que je ne prétends pas avoir été exhaustive, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je crois qu'il faut se réjouir de cette solidité du marché unique qui
à nouveau avec l'état de droit et le pilier sur lequel s'inscrit l'Union européenne. Je suis sûre que c'est pour ça que tu as invité Didier aujourd'hui. Ce marché unique, il est devenu un outil géopolitique. Et beaucoup n'aiment pas qu'on dise que c'est la fin de naïveté, mais je crois que c'est, en tous les cas, c'est le marché unique s'assume et l'Union européenne aujourd'hui complètement comme un adulte qui fait de la géopolitique avec les autres adultes dans la pièce, et nous devons continuer sur cette voie et utiliser l'élargissement pour nous renforcer encore sur ce sujet. Enrico, tu as dit en conclusion, l'inertie n'est pas une solution. Eh bien, je crois que le mouvement est parti. Je te remercie. Nous comptons beaucoup sur toi. Merci. Ça sera plus simple. Madame la secrétaire d'État, chère Laurence, cher Enrico, chère Anne, cher Michel, chère Elisabeth, cher Benoît, cher Jean, donc chers amis, permettez-moi d'être plus simple, chers étudiants. C'est un plaisir évidemment d'être parmi vous aujourd'hui pour cette réflexion sur le marché intérieur. Je dois dire que j'étais très heureux de l'invitation d'Enrico. Nous avions échangé sur un futur rapport il n'y a pas tellement longtemps, parce qu'on se croise aussi dans des aéroports, pas seulement dans des salles de conférences. Et je crois que l'Institut Jacques Delors intervient effectivement au bon moment, dans un débat qui va nous occuper, je pense, pendant un certain temps. Jacques Delors, 8e président de la Commission européenne, s'est d'ailleurs lui-même distingué par son influence significative dans la résolution des crises géopolitiques, tout en contribuant à l'édification d'une Europe prospère, stable, crédible. Mais il a surtout joué un rôle majeur dans le lancement et la création du marché unique. Ce marché unique fêtait il y a peu, on l'a rappelé, son 30e anniversaire. Et cette célébration, finalement, a permis de prendre conscience de l'importance pour chacun et chacune d'entre nous de ce marché unique. Depuis 30 ans, il nous permet de vivre, de circuler, de travailler, d'étudier ou encore de voyager librement au sein de notre Union. J'ai eu, en étant en charge de la libre circulation, à m'occuper beaucoup de cette libre circulation pendant la pandémie de Covid-19. Je crois qu'à ce moment-là, beaucoup se sont rendus compte de ce qu'avait vraiment représenté l'ouverture des frontières et la liberté de circulation. Mais le marché unique nous offre aussi depuis 30 ans une protection, une sécurité et un plus grand choix à des prix souvent plus bas. Je dis nous offre à nous, consommateurs, dans ce cas-là. Les crises successives traversées ces dernières années n'ont cessé de rappeler la nécessité du marché, que ce soit la crise, je disais, de la Covid-19, la gestion commune des vaccins qui a été permise après la gestion commune de la recherche, d'ailleurs, en matière de vaccins, ou encore la crise énergétique et les mesures d'urgence prises collectivement pour assurer notre indépendance énergétique après l'agression russe contre l'Ukraine. Le marché intérieur, dans toutes ces crises, a finalement été notre force. Et aujourd'hui, l'Union européenne est toujours confrontée à des défis majeurs. La crise climatique, dont on parle effectivement à Dubaï pour l'instant, mais aussi les menaces extérieures ou l'élargissement et la nécessité de promouvoir une culture d'état de droit, une défense des valeurs qui fondent l'Union européenne, parce que si l'on parle aujourd'hui beaucoup de marché, il faut quand même rappeler que l'Union est avant tout fondée sur des valeurs, c'est une communauté de droit. De même, la numérisation de notre société nous offre de nombreuses opportunités, mais présente aussi des risques en termes de cohésion de la société, de fonctionnement de nos processus démocratiques, de nos droits fondamentaux, et nous devons les aborder. Nous devons veiller à ce que la technologie continue à servir la société. Adna, Thierry et d'autres y ont contribué pendant une grosse trentaine d'heures encore, lors d'un dernier trilogue sur l'intelligence artificielle. Et pour relever efficacement ces défis et se préparer aux incertitudes futures, il faut effectivement une nouvelle vision du marché unique. Et je me réjouis que Enrico se lance dans ce travail de préparation d'un rapport auquel je crois tout le monde dans la Commission est prêt à contribuer. Pour continuer à développer un marché unique et fort, une économie européenne innovante, il est essentiel, et je voudrais vous dire un mot de ces deux politiques, de mettre en avant, au premier plan, la politique de concurrence et la protection des consommateurs. Vous en dire un mot parce que pendant quelques mois,
un peu fait exceptionnel, j'ai eu à m'occuper à la fois de la politique des consommateurs et de la politique de concurrence. Les entreprises compétitives dans le marché intérieur seront nos championnes sur les marchés mondiaux. Je crois qu'il faut se rendre compte que c'est la concurrence qui permet d'aller dans cette direction. La lutte contre les cartels, les abus de dominance, les concentrations anticoncurrentielles participent à cet objectif. C'est quelque chose qui se comprend aisément. Des entreprises protégées de la concurrence parce qu'elles se mettent d'accord sur les prix ou parce qu'on laisserait se constituer des quasi-monopoles n'opèrent pas dans des conditions qui les conduisent à concurrencer efficacement les grands groupes sur les marchés mondiaux. Au contraire, les grands opérateurs mondiaux sont ceux qui doivent innover pour s'imposer, doivent exceller par leur performance. Ce constat est valable dans le numérique comme dans l'industrie plus traditionnelle. Les exemples sont nombreux. Quand on sanctionne un cartel entre constructeurs automobiles européens pour leur entente sur les technologies de réduction des émissions, on restaure les conditions d'une concurrence sur le développement de ces technologies. Cette concurrence favorise l'émergence d'un savoir-faire de pointe en Europe sur ces marchés. Quand on obtient d'Amazon l'engagement contraignant d'assurer une égalité de traitement dans la structure de sa place de marché, on assure un débouché équitable pour les distributeurs européens. Et quand on prévient des consolidations qui risquent d'augmenter les prix, on sauvegarde les incitations des entreprises à investir dans l'innovation, les infrastructures, la recherche d'efficacité. Ce sont des débats toujours en cours dans le monde du transport aérien comme dans le monde des télécommunications, dans un certain nombre d'États européens, en attendant d'avoir un véritable marché intégré, d'ailleurs, y compris dans ces domaines du transport aérien ou surtout des télécommunications. La politique européenne de concurrence sert aussi de cadre à des formes de coopération pro-concurrentielle, parce que ce n'est pas parce qu'on favorise la concurrence qu'on ne peut pas favoriser aussi une coopération entre acteurs économiques. Nous avons révisé nos règles antitrust pour clarifier les possibilités pour les entreprises de mettre en commun des capacités complémentaires et développer des produits nouveaux, de la recherche et développement, mettre en place des initiatives durables qui favorisent par exemple la transition verte, tout en luttant contre le greenwashing, le blanchiment, mais en matière d'économie verte, le terme anglais est peut-être un peu plus clair, et les restrictions à l'innovation. Lorsque le marché seul ne suffit pas, l'encadrement des aides d'État permet de s'assurer que ce soutien à travers les aides d'État est correctement ciblé et calibré afin de limiter les distorsions de concurrence et de garantir un bon usage des fonds publics, mais ça signifie donc avec une vraie participation des fonds publics à une politique industrielle. Le terme a été rappelé, je l'ai utilisé plusieurs fois encore ces derniers mois. Ce n'est pas un gros mot, il ne s'agit pas nécessairement de nationaliser l'ensemble des entreprises importantes dans notre économie, il s'agit de faire en sorte que les acteurs publics puissent soutenir le développement de l'industrie. Pour donner un exemple, les projets importants d'intérêt européen commun, pour dire la formule complète, plus connus d'ailleurs en Europe sous le nom d'IPCI, puisqu'on reprend l'acronyme anglais, mais ces projets communs permettent aux États membres de mutualiser leurs ressources afin de soutenir des technologies innovantes dans des secteurs stratégiques dans un intérêt commun. Ainsi, effectivement, depuis 2018, la Commission a approuvé 6 projets d'intérêt commun au niveau européen avec la participation de 21 États membres dans les secteurs des batteries, de la microélectronique, de l'hydrogène ou encore du cloud. Cela représente 255 projets mis en œuvre par 179 entreprises pour un budget public de 26,7 milliards en complément de plus de 50 milliards d'euros d'investissement privé, donc 2 tiers d'investissement privé pour ce soutien public à la recherche et développement d'1 tiers du total. L'objectif n'est pas de reproduire la fabrication en Europe de ce qui se fait déjà ailleurs dans le monde. C'est plutôt d'aller vers les nouvelles technologies, les technologies de pointe dans les différents secteurs que je viens d'évoquer. Cette politique soutient fortement la compétitivité de nos entreprises. Alors cette politique de concurrence, elle permet aussi de lutter contre la fragmentation du marché unique. On l'oublie parfois, mais la lutte contre les ententes d'allocation de marché, qui restreignent les échanges entre États membres, est une priorité constante de la politique de concurrence.
Ça permet d'avoir réellement une couverture de l'ensemble du territoire européen dans une véritable politique économique de marché intérieur. De la même manière, le contrôle des aides d'État est un outil clé pour la préservation du marché unique et la cohésion au sein de l'Union. La Commission applique ainsi les mêmes critères à l'ensemble des États membres pour s'assurer que les aides soient limitées au minimum nécessaire, je dirais même au maximum nécessaire, et ainsi éviter les distorsions de concurrence. Par exemple, avec l'encadrement temporaire de crise et de transition, TCTF, de nouveau pour reprendre l'acronyme anglais, la Commission a fixé des critères communs, empêchant ainsi les États membres de se lancer dans une course aux subventions. La logique de cohésion est également présente dans cet encadrement temporaire. Par exemple, pour les aides à l'investissement dans les secteurs stratégiques, les montants d'aide maximum sont plus élevés dans les régions qui doivent encore être assistées pour continuer à développer une convergence européenne. Notre politique de concurrence garantit donc que le marché fonctionne dans l'intérêt du consommateur et permet l'innovation, cruciale pour atteindre nos objectifs, notamment de lutte contre le changement climatique, priorité croissante pour les citoyens. Dans un marché, Laurence le rappelait, de 440 millions de personnes, plus de la moitié du produit intérieur brut de l'Union est généré par la consommation des ménages. Associer les consommateurs à la transition est donc nécessaire pour le succès même de cette transition. Ces mêmes consommateurs, et surtout les plus jeunes, sont demandeurs de prendre part à la transition. Nous devons répondre à leurs attentes et leur donner les outils leur permettant de jouer un rôle actif en leur offrant de vrais choix durables et des informations transparentes et fiables. C'est pourquoi, pendant mon mandat, j'ai souvent parlé de donner aux consommateurs les moyens d'agir plutôt que de parler uniquement de protection des consommateurs en tant que tels. En finir, je disais, avec le greenwashing, l'obsolescence programmée, nous assurer que les produits soient conçus pour durer et pour être réparés. Nous allons poursuivre les trilogues sur le droit à la réparation. Ce sont des éléments importants, très concrets pour les consommateurs. L'ensemble des règles récemment proposées par la Commission dans ces différents domaines visent à donner de nouveau aux consommateurs les outils et les informations dont ils ont besoin pour consommer mieux, y compris en ligne, sur un marché, dans ce cas-là, réellement intégré. Mais ces règles constituent aussi un avantage concurrentiel, y compris pour les grandes entreprises, car elles les obligent à adopter des normes plus élevées, leur permettant de gagner la confiance des consommateurs, qui est l'élément clé dans ce que nous faisons en matière et de concurrence d'ailleurs et de politique des consommateurs, garantir qu'il y ait une confiance entre tous les opérateurs, entreprises et consommateurs. En imposant des règles uniformes au niveau européen, cela permet aussi aux entreprises de réduire considérablement leurs coûts de conformité. Et les règles de l'Union deviennent d'ailleurs de plus en plus des normes largement acceptées dans les enceintes internationales. En effet, il est aussi dans l'intérêt des marchés et de nos entreprises de soutenir la transition verte tout en maintenant la concurrence et le pouvoir d'achat. Alors je reviens aux consommateurs qui, selon moi, constituent un moteur puissant du marché intérieur. Dans l'ère de changement que nous traversons, nous devons miser sur le consommateur pour maintenir la croissance économique européenne. Pour cela, il faut veiller à aligner nos modes de production et de consommation sur les ressources naturelles disponibles. Il faut également protéger les consommateurs vulnérables et renforcer la confiance en la numérisation. C'est le sens des actions que nous menons au sein de la Commission ces dernières années, articulées autour des deux transitions vertes et numériques. La transition numérique est en effet le deuxième pilier déterminant du futur du marché unique. L'essor mondial du commerce électronique s'accompagne de nouveaux défis en ligne. Dans un marché globalisé, les consommateurs se voient offrir plus de choix, mais sont aussi confrontés à de nouveaux risques, où qu'ils soient. Ceci nous oblige à repenser notre cadre réglementaire. Le travail en la matière a permis ces dernières années de mettre en œuvre des législations sur les services numériques, sur les marchés numériques, sur les données. J'en passe d'autres, mais je ne veux pas oublier l'intelligence artificielle au cœur des débats ces derniers jours. En charge de la protection des consommateurs, j'ai voulu, depuis plusieurs années, veiller à ce qu'un même niveau de protection des consommateurs soit offert en ligne et hors ligne. Ces dernières années, nous avons adopté une série de textes législatifs pour adapter nos lois
aux défis du monde numérique. Le marché, je le disais, change en fonction de cette numérisation. C'est le cas des règles en matière de crédit à la consommation, afin que les consommateurs soient protégés des risques découlant de nouveaux types de crédits proposés en ligne, tels que les Buy Now, Pay Later. Pour beaucoup de jeunes, si on doit payer plus tard, ça veut dire que les produits sont beaucoup plus accessibles. Mais le crédit est aussi accessible avec les risques qu'il comporte. Nous avons aussi revu nos règles en matière de sécurité des produits, afin de nous assurer que les places de marché en ligne soient responsables de potentiels produits dangereux vendus sur les plateformes. Ça nous a d'ailleurs permis des collaborations avec nos collègues américains et chinois. 50% des produits qui ne sont pas sûrs dans le marché européen proviennent de Chine. C'est le même pourcentage à peu près sur le marché américain. Nos collègues chinois, c'est le seul sujet sur lequel ils avancent dans les négociations avec l'Union européenne. Je crois parce qu'ils se rendent compte de ce risque de réputation, le risque réputationnel de ces produits qui ne sont pas sûrs, mais aussi parce qu'ils ont de plus en plus une classe moyenne en Chine qui demande des progrès, peut-être pas au même rythme, mais des progrès en matière de sécurité des produits. Alors en cette fin de mandat, nous nous penchons actuellement sur une future révision de l'acquis consommateur. Notre évaluation porte principalement sur les pratiques manipulatrices, dark patterns, en ligne, qui incitent les consommateurs à faire des choix non éclairés. En plus de rendre le marketing des influenceurs plus transparent, nous devons nous assurer que l'information présentée en ligne soit correcte, précise et n'induise pas le consommateur à faire des choix qu'il n'aurait pas faits sans une certaine pression. Cette évaluation se conclura en juin 2024, un peu après ton rapport, Enrico, avec l'adoption d'un rapport, cette fois-ci, de la Commission, et on décidera ensuite de l'opportunité de nouvelles législations dans ce domaine du numérique. Le marché intérieur repose également sur la force de nos relations, je le disais, avec nos partenaires internationaux, pour développer une approche coordonnée envers les acteurs mondiaux, mais aussi pour lutter contre un certain nombre d'escroqueries, pour les appeler comme telles, en ligne. Et je suis assez fier du travail accompli par la Commission ces dernières années en collaboration avec la Commission fédérale du commerce, la FTC, aux États-Unis. Dans un dialogue informel, nous avons échangé sur des sujets d'intérêt commun, tels que les dark patterns, les interfaces dites manipulatrices, l'éco-blanchiment, l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle par les autorités. Et on réfléchit à renforcer cette coopération pour en faire une coopération formelle, avec un échange détaillé sur des entreprises qui ne respectent pas les règles en vigueur des deux côtés de l'Atlantique. On a les mêmes enjeux et nous travaillons sur ces sujets avec 3 agences américaines, en fait, la Commission fédérale du commerce, mais aussi des agences en matière de sécurité des produits et de services financiers. L'application des règles de concurrence pose également de nombreux défis dans le contexte changeant, je disais, des marchés numériques. Lorsque les commerçants en ligne dépendent d'un petit nombre de plateformes, souvent désignés comme des contrôleurs d'accès, des gatekeepers, pour reprendre notre réglementation, pour accéder aux consommateurs, il est impératif de garantir la contestabilité de ces marchés en ligne, tout comme celle des commerces physiques. C'est pourquoi nous avons adopté une nouvelle législation sur les marchés numériques qui crée un nombre d'obligations spécifiques pour ces acteurs majeurs, contrôleurs d'accès. Bien évidemment, nous devons également collaborer étroitement avec nos collègues à travers le monde pour assurer la mise en œuvre effective de la politique de concurrence, notamment pour les plus grandes entreprises. Bien que cela puisse s'avérer complexe, un dialogue constructif a déjà permis des avancées significatives. Avec le nouveau règlement sur les marchés numériques, l'Union européenne est devenue un acteur de premier plan en matière de réglementation numérique, incitant d'autres à suivre notre exemple. Ce fut déjà le cas en matière de protection des données. Il y a déjà plus de 5 ans que le règlement général sur la protection des données est en place. Il est maintenant copié sur les 5 continents, pas dans des termes identiques, mais avec les mêmes objectifs. Ce sera certainement à nouveau le cas dans le domaine de l'intelligence artificielle. Enfin, la numérisation des marchés et les nouveaux modèles d'entreprise posent de nouveaux défis pour l'application du droit de l'Union. Un marché intérieur concurrentiel a besoin d'institutions fortes, efficaces, chargées de veiller à l'application des règles dans l'ensemble de l'Union et aux entreprises de pays tiers ciblant notre marché. Je pense que, comme c'est le cas en matière de concurrence, dans un certain nombre de domaines, notamment la protection des consommateurs,
nous avons besoin de renforcer la mise en œuvre des législations européennes à l'échelon européen. Il est normal de décentraliser un certain nombre de règles de mise en œuvre à travers des autorités nationales, mais pour certains grands dossiers européens, on doit pouvoir agir ensemble. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit sur d'autres politiques qui peuvent développer le marché intérieur, comme la défense, où là aussi, on doit évidemment travailler ensemble. Alors nous nous concentrerons donc, peut-être, cher Enrico, dans le prochain mandat de la Commission, sur la mise en œuvre efficace, l'application des nouvelles règles adoptées au cours de ce mandat. Mais je voudrais conclure en vous disant que les prochaines années devront probablement accorder une place centrale aux valeurs qui fondent l'Union européenne. Nous avons travaillé depuis plusieurs années avec, pour la première fois, un rapport sur l'état de droit couvrant les 27 États membres, parce qu'on doit se rendre compte que l'accession à l'Union européenne ne garantit pas le respect permanent de cet état de droit et des valeurs fondamentales. On doit y veiller tout au long de la participation des États membres à l'Union européenne. On doit aussi y veiller avant d'accepter un quelconque élargissement de l'Union. Mais nous aurons aussi à poursuivre, bien entendu, la lutte contre les changements climatiques et, j'aurais tendance à dire, notamment à travers le marché intérieur, à promouvoir la prospérité, c'est-à-dire pas seulement la compétitivité des entreprises, dont on parle beaucoup, mais la participation de tous les citoyens, sans exclusion, y compris les plus vulnérables, aux transitions vertes et numériques. Je pense vraiment que les questions que se posent un certain nombre de citoyens sur l'Europe, que les tendances à partir vers les extrêmes, de part et d'autre de l'échiquier politique dans pas mal d'États membres de l'Union européenne, reposent sur ce sentiment de ne pas participer, de ne pas bénéficier des transitions que nous mettons en place, et nous devons y être attentifs. Je pense que les rapports que nous recevrons dans le courant de l'année prochaine nous aideront à y être attentifs. Merci.